Je voudrais adresser avec vous la question de la chiralité, de l'homochiralité et surtout la question de l'origine de l'homochiralité. Pour commencer, nous allons devoir expliquer certains termes. Donc, le terme chiral, donc on dit qu'un objet ou un système est appelé chiral s'il n'est pas superposable à son image matérialisée dans un miroir plan. Donc l'exemple type, c'est évidemment prendre la main droite et la main gauche et de montrer que la main droite et la main gauche ne peuvent pas se superposer. Le mot chiral a été utilisé pour la première fois par Lord Kelvin en 1884 et fait référence effectivement à nos mains. Il a aussi introduit le mot énantiomorphe, du grec forme opposée, pour décrire l'objet et son image miroir. Mais on a évidemment d'autres objets de tous les jours qui sont chiraux, comme une hélice, qui est vraiment un exemple phare. L'hélice, comme on voit sur les coquilles d'un escargot, ou bien des boulons, un boulon droit et un boulon gauche. Alors, à faire noter ici que si je veux séparer un boulon à pas d'hélice droit d'un boulon à pas d'hélice gauche, je peux les séparer avec un écrou droit, par exemple. L'écrou droit va pouvoir se visser sur le boulon droit, mais ne va pas pouvoir se visser sur le boulon gauche, et je vais ainsi pouvoir séparer mes boulons. La chiralité existe également au niveau moléculaire. Si je prends l'exemple d'un carbone hybridé sp3 avec 4 ligands différents, je ne vais pas pouvoir superposer la molécule et la molécule image, qu'on va maintenant appeler énantiomère. J'ai ici une molécule ou un objet qui est tétraédrique avec les 4 sommets qui sont différents. Ici, son image dans un miroir plan. Et si j'essaye maintenant de superposer ces deux objets, la boule blanche et la boule bleue peuvent se superposer, mais pas la boule rouge et la boule noire. Bon. Je peux tourner, je peux mettre la boule rouge avec la boule rouge, la boule noire avec la boule noire, mais alors c'est les bleus et les blancs qui ne se superposent pas. Pasteur est le premier à avoir mis en avant cette chiralité au niveau moléculaire et lui parlait de dissymétrie moléculaire. Il a également été le premier à séparer un mélange 50-50, un mélange qu'on appelle un mélange racémique en ces deux énantiomères. Dans le cas de Pasteur, les molécules D d'acide tartrique cristallisaient pour former un cristal et les molécules L formaient un autre cristal, cristaux qu'on appelle des conglomérats. Et il a été capable, puisque ces cristaux étaient énantiomorphes l'un de l'autre, à les séparer manuellement à l'aide d'un microscope. Un fait qui est extrêmement important, c'est ce qu'on appelle l'homochiralité du monde vivant. En ce sens que si nous prenons les acides aminés protéiniques, donc les acides aminés qui constituent les protéines de tous les êtres vivants sur Terre, nous avons ici en rouge la forme qu'on appelle la forme L et en noir la forme qu'on appelle la forme D. Sur Terre et dans toutes nos protéines, il n'existe que la forme L qui est présente. Il n'y a pas d'acides aminés D présents dans nos protéines. La même chose avec le ribose et le déoxyribose, donc les sucres que nous trouvons dans l'ARN et dans l'ADN. Ici, il n'y a que la forme D qui va se trouver dans l'ARN et l'ADN. Donc, l'homochiralité du monde vivant. Aujourd'hui, c'est une conséquence de la vie, parce que c'est le résultat de réactions qui sont catalysées par des enzymes homochirales. Ces enzymes sont homochirales car formées que des acides aminés L. Est-ce que l'homochiralité est essentielle pour la vie? Alors, plusieurs expériences qui ont été menées depuis pas mal de temps semblent suggérer qu'effectivement, l'homochiralité est essentielle pour la vie. Un exemple, si nous prenons des protéines qui sont formées tant d'acides aminés D que d'acides aminés L, que nous prenons une protéine qui contient X acides aminés, on aurait 2 puissance X séquences possibles, soit tous des D, soit tous des L, soit un mélange dans la séquence. On va se retrouver avec un nombre extrêmement important de possibilités, avec la probabilité d'avoir une protéine active qui devient extrêmement faible et la probabilité qu'on puisse avoir une conformation régulière qui est nécessaire pour l'activité d'une protéine, va évidemment être extrêmement faible. La même chose avec les acides nucléiques. Des expériences ont pu montrer que la polymérisation dirigée des acides nucléiques est inhibée lorsque nous prenons l'énantiomère des nucléotides qui constituent nos acides nucléiques. Donc, l'homochiralité est essentielle pour la vie aujourd'hui et elle a probablement aussi été essentielle pour l'émergence de la vie et on pourrait donc en conclure que Lucas était probablement homochiral. Pour l'origine de l'homochiralité, si nous partons d'un mélange racémique, donc autant de molécules D que de molécules L représentées ici par les formes bleues et les formes jaunes, avec une rupture de symétrie, rupture dont on va parler dans un instant, on pourrait imaginer la création d'un déséquilibre, plus de L dans ce cas-ci que de molécules D. On peut alors imaginer tous les processus d'amplification
pour ne se retrouver qu'avec la forme L. Et une fois qu'on a une molécule qui est énantiomériquement pure, on peut imaginer des transferts de chiralité lorsqu'il y a interaction entre cette molécule énantiomériquement pure et un mélange racémique d'une autre molécule, montré ici avec l'exemple que la forme jaune n'interagit qu'avec le croissant vert foncé, et c'est là qu'il va pouvoir faire la sélection pour se retrouver qu'avec le croissant vert foncé. L'origine de cette brisure de symétrie, elle doit avoir probablement une origine prébiotique, puisqu'on imagine que Lucas était déjà un être homochiral. Alors, trois possibilités pour cette rupture de symétrie, soit par chance, donc due à des fluctuations statistiques, soit par nécessité à cause de la non-conservation de la parité, ou bien ce qu'on appelle par induction, la présence d'une force chirale. Donc, je vais revenir sur ces trois scénarios possibles, chance, nécessité et induction. Pour la rupture de symétrie par chance ou par hasard, alors, si on a des fluctuations statistiques, donc des fluctuations statistiques dans un mélange racémique de deux énantiomères qui peuvent en équilibre l'un avec l'autre, et si chacun de ces énantiomères peut cristalliser sous forme de conglomérat, donc les molécules D cristallisent ensemble, les molécules L cristallisent ensemble. Donc on va à ce moment-là se retrouver avec des cristaux énantiomorphes, et il se pourrait, par fluctuation statistique, qu'on retrouve plus d'un type de cristal que de l'autre type de cristal. Donc, on peut également imaginer des fluctuations statistiques dans la concentration des énantiomères lors de la synthèse molécule chirale à partir de réactifs achiro, donc un petit peu plus de la D que de la L. Mais si nous regardons maintenant ça numériquement, imaginons qu'on ait 2 10 exposant 24 molécules pour arrondir dans un chiffre plus facile. On doit à ce moment-là avoir, si c'est un mélange racémique, 10 exposant 24 de la molécule D et 10 exposant 24 de la molécule L. Mais il y a évidemment une erreur sur ces fluctuations statistiques, et l'erreur, elle est de plus ou moins 10 exposant 12. Donc on a 10 exposant 24 molécules D, plus ou moins 10 exposant 12, et 10 exposant 24 molécules L, plus ou moins 10 exposant 12. Donc il se pourrait qu'on ait un petit excès de l'un plutôt que de l'autre, mais cet effet doit nécessairement être localisé dans l'espace et dans le temps, pour pouvoir imaginer qu'on ait pu faire des cycles d'amplification pour se retrouver uniquement avec une forme et pas avec l'autre. Pour cette question d'amplification, il y a plusieurs scénarios qui sont possibles, et des travaux de différents laboratoires ont montré que lorsqu'on peut travailler par changement de phase, donc on forme des conglomérats qui se remettent en solution, et plusieurs cycles via sublimation ou cristallisation, on peut arriver à un processus d'amplification. Donc une petite différence qui peut devenir une différence beaucoup plus importante. Des travaux ont pu montrer qu'il peut y avoir des réactions autocatalytiques, donc une réaction catalysée par la molécule et inhibée par son énantiomère. Modèle théorique de Franck, modèle théorique de Condé-Poudy et les travaux de Swai et également de Donna Blackmont. L'autre hypothèse, ce serait une rupture de symétrie qu'on appelait par nécessité. Et par nécessité, pourquoi? Parce que ce serait la violation de la parité au niveau des interactions faibles intranucléaires. Et cette violation de la parité au niveau des interactions faibles intranucléaires voudrait donc dire que deux énantiomères qui sont faits de matière n'ont pas exactement la même énergie. Une aurait une énergie un petit peu plus faible. Si elle a une énergie un petit peu plus faible, une énergie interne un peu plus faible, elle serait présente en plus grande proportion. Cette non-conservation de la parité au niveau moléculaire n'a encore jamais été mise en avance expérimentalement. Mais il y a eu plusieurs calculs théoriques qui ont été réalisés pour regarder quels étaient les excès éventuels de certains acides aminés. Et ici, nous voyons que la L-alanine et la L-valine auraient une petite différence d'énergie en faveur de l'acide aminé alanine ou valine. La même chose avec la sérine ou bien avec l'aspartate. Par contre, pour la cystéine, ce serait l'acide aminé D, celui que nous ne trouvons pas dans nos protéines, et pour les sucres, pour le L-ribose sous sa forme bêta qui serait préféré, ou le D-ribose sous sa forme alpha. Donc ici, ces calculs montrent que la différence est extrêmement faible. Donc, si nous prenons de nouveau 2 10 exposant 24 molécules, nous aurions 10 exposant 24 plus 10 exposant 8 de la molécule N+, qui serait celle qui serait préférée, et donc un petit peu moins de la molécule qui serait moins préférée. Mais ici, nous sommes donc à 10 exposant 24 plus ou moins 10 exposant 8, et nous voyons ici que la différence
est beaucoup plus faible que les fluctuations statistiques. Donc, la violation de la parité au niveau moléculaire va effectivement conduire à des différences d'énergie, mais ce n'est pas cette petite différence d'énergie qui peut expliquer l'origine de cette homochiralité, étant donné que les fluctuations statistiques sont déjà plus importantes que la PVED, comme on mentionne. J'en reviens donc à la troisième possibilité, qui est la rupture de symétrie par induction. Et donc, c'est un scénario déterministe. Donc, ça ne va pas dépendre du lieu où ça se passe, c'est bien déterministe pour toujours donner la même réponse, et qui pourrait expliquer les excès systématiques d'un des énantiomères. Et dans cette rupture de symétrie par induction, la source chiralisante, celle qui va induire systématiquement l'excès d'un énantiomère par rapport à l'autre, celle qui est la plus mise en avant, c'est la lumière qui est circulairement polarisée. Alors, la lumière circulairement polarisée a été mise en évidence au XIXe siècle, et en 1929, Kuhn a réalisé les premières expériences où il a fait de la photolyse énantiosélective avec de la lumière circulairement polarisée monochromatique. Donc, en irradiant un mélange racémique de deux molécules avec de la lumière circulairement polarisée, il a plus détruit l'une que l'autre, et il a donc eu un déséquilibre dans les concentrations. En 1971, Henri Kagan a réalisé la première synthèse photochimique énantiosélective. Il a travaillé avec des molécules qu'on appelle des hélicènes, qui ne sont pas des molécules qui ont un intérêt particulier dans le cadre de l'origine de la vie, mais il a pu montrer qu'en irradiant son mélange de molécules achirales au départ, il a préférentiellement synthétisé des molécules d'une hélicité plutôt que de l'autre hélicité. Et en 1998, il y a eu la détection de la lumière circulairement polarisée infrarouge dans les nébuleuses d'Orion. Et ça a donné tout un intérêt pour une réflexion sur l'origine extraterrestre de cet excès énantiomérique avec le rôle de la lumière circulairement polarisée dans l'espace. Alors, cette lumière circulairement polarisée dans l'espace pourrait être due au rayonnement synchrotron d'une étoile à neutrons. Elle pourrait également résulter de la diffusion ou de l'extinction de la lumière linéairement polarisée par des graines de poussière interstellaires partiellement alignées. Si on peut imaginer que cette lumière circulairement polarisée présente dans l'espace pouvait créer un excès énantiomérique d'une molécule plutôt qu'un autre, et qu'il y a eu un apport post-accrétionnel de matière organique sur la Terre, bombardement intensif de la jeune Terre, il y aurait possibilité d'avoir un excès qui soit arrivé de l'espace. La question de la rupture de symétrie par induction avec des molécules qui viennent de l'espace, il est intéressant de mentionner que sur la météorite de Murchison qui est tombée en Australie en 1969, il y a différents types de molécules organiques qui ont été trouvées sur la météorite, dont des acides aminés présents à une concentration d'à peu près de 10 à 22 parts par million. Et l'analyse extrêmement détaillée, extrêmement poussée, réalisée par Pizzarello et Cronin fin des années 90, début des années 2000, a montré qu'il y avait un excès énantiomique pouvant aller de 2 à 15% des acides aminés qu'ils avaient pu récolter sur des échantillons de Murchison. Il y a également des travaux qui ont été réalisés par des groupes ANIS sur des expériences de simulation de photochimie sur des analogues de glace cométaire avec de la lumière circulairement polarisée, et ils ont également pu mettre en avant un excès énantiomérique des acides aminés lorsqu'elle était soumise, cette glace analogue, à de la lumière circulairement polarisée. L'origine prébiotique de l'homochiralité, en conclusion, elle aurait pu se passer par chance. Le problème avec la chance, c'est qu'il fallait que ce soit à un endroit particulier qui est le dessus ait été pris. Puisque si à un endroit on avait un excès de molécules plus ou de molécules D, à un autre endroit, lorsque ce sont des fluctuations statistiques, on aurait l'excès de la molécule L. Alors, il allait y avoir le combat qui allait pouvoir prendre le dessus. Par nécessité, la non-conservation de la parité, là, la différence étant trop faible, étant plus faible que les fluctuations statistiques auraient pris le dessus. Reste donc l'idée de l'induction, d'avoir une force chirale qui ait pu créer cet excès énantiomérique dans l'espace grâce à de la lumière circulairement polarisée, avec un apport post-accrétionnel sur Terre d'un excès d'un énantiomère par rapport à un autre. Et puis, on peut imaginer tous ces processus d'amplification
et de transfert de chiralité vers d'autres molécules. La question de l'homochiralité et l'origine de l'homochiralité du monde vivant est une question de recherche actuelle de très grande importance.